Et bonjour à tous, nous sommes de retour dans notre podcast cinéma La Phase pour cette deuxième saison. Et on va commencer fort pour cette deuxième saison puisqu'on va commencer par un film un peu spécial, Sirat, un film franco-espagnol coécrit et réalisé par Oliver Lax et sorti en 2025. Alors le film se présente un peu comme une sorte d'odyssée moderne, voire post-moderne, on va y revenir. On va suivre Luis, accompagné de son fils Esteban, qui recherche sa fille aînée, dont il est sans nouvelles depuis plusieurs mois. Le film se déroule principalement au milieu du désert du sud du Maroc, d'après ce que j'ai pu comprendre, non loin de la Mauritanie. Et donc ce père et ce fils se lient assez rapidement à un groupe de teufeurs, Steph, Jade, Tonin, Biggie et Josh, qui sillonnent le désert dans leur gros camion aménagé de teuf. Et ensemble, ils vont se diriger vers une énième fête et s'enfoncer dans l'immensité désertique, ce qui va les amener à affronter la nature hostile et la mort. Le film se déroule sur fond de Troisième Guerre mondiale, comme on peut le voir ou l'entendre occasionnellement, ce qui donne un côté pré-apocalyptique à la temporalité. Moi, j'ai vu ce film donc comme une sorte d'épopée mystique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette épopée avance lentement mais sûrement durant la première partie du film. Et puis, elle prend une toute autre dimension tout d'un coup, suite à un enchaînement de drames absolument horrifiques. Est-ce que j'ai décrit correctement le film pour toi, mon très cher Hugo? Et bonjour Hugo déjà, je t'ai même pas salué. Eh ben bonjour, on est ravis de se retrouver pour cette nouvelle saison avec un film, comme tu as dit, assez singulier. Ben oui, je pense que c'est tout ce que tu as dit est assez juste. Je pense qu'on pourrait ajouter un truc, c'est que c'est un film, ce qui n'est pas forcément gage de qualité, mais où on voit qu'il a un impact sur le public qui le regarde. Moi, dans la salle où j'étais, il y avait beaucoup d'exclamations, de moments de surprise. Je sentais des mains qui se crispaient autour de moi, etc. Et dans ce que j'ai entendu et lu sur le film, c'est un truc qu'on a beaucoup retrouvé aussi, beaucoup d'éloges et beaucoup de critiques très violentes. En plus, moi, c'était assez spécial parce qu'il se trouve que, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce film, je lisais et je relisais pas mal de choses de tragédie ces derniers jours. Et je me suis dit, en fait, en voyant ce film, je suis face à ça. Et alors, tragédie, je l'utilise pas juste pour le mot parce que ça fait classe. C'est aussi parce que je pense que c'est une expérience esthétique assez singulière, qui est différente du reste du champ de l'art. Qu'est-ce qu'on aurait de la tragédie dans ce film ? Déjà, il y a l'idée que t'as dit, on va mêler une histoire intime, un père et son fils, à des enjeux politiques très lourd, la guerre, et un truc un peu métaphysique, t'as dit, on est face à la mort, on est face au deuil, face à des grands enjeux, dans un décor unique, le désert, avec une temporalité resserrée, ça ne finit pas sur quelques jours, et peu de personnages. Dans ces personnages-là aussi, je pense un truc assez intéressant, on n'en sait pas grand-chose en fait de ces personnages. Dans la tragédie non plus, quand on lit Phèdre ou les pièces de Racine par exemple, on ne sait pas quel âge ils ont, on ne sait pas la tête qu'ils ont, il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur eux. On sait plus leur motivation, et leur place un peu, elle c'est l'amoureuse, lui c'est le père, etc., etc. Et là, si on prend le personnage principal de Luis, on a ça aussi, quel est son boulot ? Est-ce qu'il est plutôt riche, plutôt pauvre ? C'est quoi son rapport au monde de la teuf ? Tous ces trucs-là, on n'en saura absolument rien pendant le film. On ne connaît que sa fonction, un petit peu, c'est le père, et sa motivation, retrouver sa fille. Plus généralement là-dessus, je pense à un film dans lequel, on va en reparler à plusieurs niveaux, mais on a plutôt affaire à des corps, plutôt qu'à des psychologies. Et d'ailleurs, les personnages, ils se définissent beaucoup par leur corps. On a déjà ce truc assez inattendu. Sur les 5, je crois, personnages de tuffers un peu importants, il y en a 2 qui ont des caractéristiques physiques quand même marquantes. Il y en a un à qui il manque un bras, un auquel il manque une jambe. Et de manière plus générale, tous ces personnages-là, ils ont un look très singulier. Le look tougher qui ferait qu'ils détonneraient dans n'importe quel espace social un peu conventionnel. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Luis, qui est le seul qui n'a pas ce look un peu marginal, du coup, il détonne aussi, vu qu'il est le seul à avoir ce look, entre guillemets, un peu normie, dans un monde qu'il n'est pas du tout. Et le truc que tu as dit aussi, qui me paraît retrouver un peu la tragédie, c'est que ces personnages-là, ils vont être confrontés à une série d'épreuves de plus en plus dures. Avec, du coup, enjeu dramatique du film, on voit des personnages souffrir. Moi, j'ai lu quelque part que, du coup, ça en faisait un film de psychopathe. C'était un film de quelqu'un qui s'amusait à faire souffrir ses personnages. Pourquoi pas, mais alors dans ce cas-là, pour moi, Oedipe est une pièce de psychopathe. Toutes les tragédies, par exemple, seraient des pièces de psychopathe. Je finis avec cette idée. Oedipe, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est qu'on a un autre motif tragique dans le film, c'est la fatalité. Bon, globalement, dès qu'on voit ce petit garçon d'entrée de jeu dans le film, on sait qu'il va se passer un truc par rapport à ce garçon dans ce monde qui n'est pas le sien. Du coup, la question n'est pas tellement est-ce que ça va mal finir, c'est comment ça va mal finir. Autre élément qui perfore un peu la carapace de l'âme dans ce film, c'est la musique.
C'est un pilier dans le film dès le début. Ça commence sur un enchaînement progressif d'énormes basses, sur de la musique de teuf en fait, hein, des grosses basses, un truc un peu mystical, de la trance. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Hugo de cette musique? Bah déjà je trouve que c'est un rapport assez singulier à la musique, parce que tu as dit il y a beaucoup de musique dans le film, c'est des gens qui écoutent de la musique, qui en diffusent, mais on la voit pas du tout sous le prisme de l'artiste. En fait, on a un rapport très concret, très matériel à la musique. D'ailleurs, les premiers plans du film, on voit des gens qui déplacent des caissons, qui installent du matériel. Il y a une scène que j'aime bien où Jade, du coup, je crois que c'est elle, examine une enceinte un peu cassée, et on voit qu'elle est fascinée par la dimension technique de l'objet. D'ailleurs, tout le film est un peu construit là-dessus, vu que le film, il avance, en tout cas dans la première partie, sur les rapports entre les personnages et le monde matériel. On va devoir traverser une rivière. Comment on fait avec la voiture? On va la traîner avec une autre voiture. Il va falloir réparer la voiture, gérer les réserves de pétrole, les réserves de nourriture, etc., etc. C'est littéralement ça qui fait avancer le film, qui fait avancer les camions. Et sur une toute petite parenthèse, il se trouve que moi, j'ai passé du temps avec des gens qui étaient dans le monde de la teuf. Et c'est des gens avec qui je pouvais avoir des désaccords sur un plan artistique, politique, etc. Mais il y a un truc dont j'étais souvent très admiratif, c'est leur facilité avec la technique, le manuel et leur sens de la débrouille. Et je crois que dans le film, c'est très bien retranscrit. Le plaisir qu'ils prennent à réparer une voiture est pas différent du plaisir qu'ils prennent à réparer une enceinte. Et voilà, je trouve le film est très juste là-dessus, et je le trouve aussi assez juste dans le rapport à la danse. Il y a 2 grandes scènes de danse dans le film, une au début, voilà, une très longue scène, et une deuxième où ils dansent dans le désert. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on ne me force pas à partager leur transe. On me met pas plein d'effets stroboscopiques, ou alors ils dansent pas trop bien. Ils dansent normalement, mais c'est pas des virtuoses de la danse, etc. Donc on ne me force pas à partager leur transe par la mise en scène. Mais j'ai pas non plus un regard un peu moqueur, surplombant, qui est un truc très facile, hein. On montre des gens habillés un peu n'importe comment en train de danser, c'est très facile de nous mettre un truc un peu moqueur en surplomb. Et je trouve le film a vraiment trouvé la bonne distance par rapport à ça. Je ne suis pas entraîné dans leur danse, mais je ne suis pas non plus dans un regard jugeant par rapport à ça. Je la regarde. J'ai 2 questions par rapport à ça. Déjà, je voulais savoir si toi aussi, dans le cinéma, le son était très fort quand il y avait les musiques. Absolument, absolument. Ah, donc c'est un choix. Je pense que c'est un choix, on va en reparler, mais je pense qu'il y a l'idée que ce film doit nous remuer, nous choquer, et ça va beaucoup passer par la puissance sonore, effectivement, oui. Pour revenir également sur ce dont tu parlais, sur la technique, ce plaisir qu'ils ont à s'occuper des véhicules, etc., ça m'a fait penser un peu, moi, ça m'a donné une grosse impression de Mad Max. Complètement. Le désert, la technique, le post-apocalyptique, ces mecs un peu pré-apocalyptique. Ces mecs avec des têtes un peu, vraiment des physiques particuliers. Il y a un imaginaire de pirate aussi. Enfin, on retrouve le côté Mad Max, qui serait d'ailleurs, je pense que le film a vraiment des liens avec le film Mad Max Fury Road. Il y a vraiment le truc de la ligne droite, on va aller en ligne droite de plus en plus loin, etc., etc. L'idée aussi que c'est un film, on va en reparler, mais dont le scénario est quand même extrêmement rudimentaire. On voit très bien que c'est pas l'enjeu du film. Et effectivement, des personnages qui sont un petit peu marginaux, au point où même, le personnage qui est unijambiste, il a une jambe de métal, ça évoque évidemment la jambe de bois. Il y a tout un truc là-dessus sur l'imaginaire un petit peu pirate, dissident, on pourrait dire aussi. Ouais. Et ben justement, en parlant de ça, moi j'ai perçu ce film comme une odyssée, et une odyssée de gens en marge du monde. Ça revient beaucoup dans ce film, cette image de la marge, ces gens qui s'échappent, qui sont loin de tout, et c'est aussi la marge de la teuf, des teufeurs et de cette musique. Oui, très bien dit, hein, c'est un film qui parle beaucoup de la marge. Et évidemment, ce monde des teufeurs sont en rupture avec l'ordre social. Louis, qui peut-être ne l'est pas, dans ce monde-là, est lui aussi en marge. Et la quête de Louise est quand même de Louis est quand même de trouver une fugueuse. Donc on a tout ce motif-là de l'échapper. D'ailleurs, on l'a un moment littéralement. Un moment, les camions font la file. Quand les militaires arrivent, les camions sont en file. Et puis nos camions qu'on va suivre quittent la ligne droite pour partir sur leur propre route. Et on comprend qu'ils fuient non seulement cet endroit à ce moment, mais qu'ils fuient aussi la guerre, l'horreur du monde, l'apocalypse qui vient, etc., etc. Il y a d'ailleurs une scène où ils écoutent à la radio le fait que c'est la Troisième Guerre mondiale, et on éteint la radio. Il y a l'idée un peu, qu'on pourrait dire dans l'imaginaire un peu de gauche, ce serait un peu des sécessionnistes. On fait sécession d'avec le monde, on va pas faire la révolution, on va faire sécession. Et il y a un peu l'idée aussi qu'on peut retrouver dans plein de films ou dans plein d'œuvres, t'as parlé d'Odyssée, ils vont vers un endroit qui semble un petit peu imaginaire. Il y a une teuf au bout du désert qu'on va essayer de rejoindre, c'est un peu l'Eldorado, voilà, c'est un peu l'endroit un peu mythique qui évidemment ne sera jamais atteint, ça fait partie de ce mythe. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que cette échappée, c'est pas uniquement celle des personnages, c'est celle du film. Le film lui-même,
il s'échappe de son programme. La première moitié du film, on a un programme hyper clair. Il faut retrouver la fille de Luis et la sœur d'Esteban. Et puis, à la moitié du film, en fait, Esteban meurt. Et on a, d'un coup, le film renonce à son programme et lui-même va faire une sorte de détour par rapport à ce qu'on aurait attendu. Il ne prendra pas cette ligne droite. Il va tourner, il va refuser lui-même la norme un peu narrative. Il va inventer autre chose. Du coup, on arrive à cette scène qui nous tombe dessus comme un cheveu sur la soupe. C'est la mort du fils qui change complètement la direction du film. À partir de là, j'ai eu une espèce de petite déception qui était pas vraiment une déception par rapport au film, mais en me disant ah merde, j'étais bien dans cette espèce de petit confort de cette histoire de ces gens qui commencent à se lier d'amitié et qui se dirigent vers cet Eldorado, comme tu disais. Et là, non. Là, on a ce drame absolument terrible. Le fils est dans le camion tombe dans le ravin, le fils meurt, avec le chien aussi d'ailleurs. Et voilà, et là c'est le drame, et ça change tout. Ouais, bah effectivement, comme tu as dit, il y a un caractère déceptif dans le sens où on nous a promis quelque chose, on nous a promis cette quête qui reprend son imaginaire à partir à la recherche de la fille disparue, de l'enfant disparu, plus l'Eldorado. On est quand même dans un imaginaire un peu quadrillé. Et là c'est vraiment écrasé complètement, parce que même s'il retrouve la fille, il a perdu le fils, donc là il n'y a plus aucune possibilité de s'en sortir de façon heureuse. L'idée de retrouver la fille, on comprend qu'elle disparaît complètement. Ce qui se passe, c'est beaucoup plus grave. Alors là, on retombe un peu sur ce qu'on a un peu dit. On sait quelque chose a mal se passer avec Esteban depuis le début, enfin vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Il y a une scène au début où Luis va explorer les concerts et où il laisse son fils dans la voiture. Je me suis déjà dit, déjà, et non, finalement, il retrouve son fils, etc. Et ensuite, on voit Luis jouer au bord de la falaise, et on se dit, ah merde. Et non, ça va, parce qu'il lui dit, vas-y, rentre dans la voiture. On se dit, c'est bon. On nous met des petits coups de pression pour qu'à la fin du film, ou à un moment décisif, au climax, il va se faire quelque chose avec le fils. Et ben non, et c'est même encore plus terrible que ça, parce que du coup, c'est en essayant de le protéger que Luis tue son fils. Il y a une véritable volonté du réal de nous couper dans ce qu'on attend. Ouais. Vu qu'on a vu 40 000 morts et drames au cinéma, que du coup, ça n'a plus l'effet que ça avait sûrement au début, maintenant il essaie de retrouver la dimension véritablement tragique de la mort, son côté absurde, en voulant le protéger. Luis tue son fils, son caractère abrupt et inattendu, ça comme t'as dit, cheveux sur la soupe, ça arrive comme ça. Il n'y a pas 10 minutes de build-up, de montée en tension là-dessus. Ils viennent de réussir à réparer le camion, ils se tapent dans les mains, Absolument. Ils sont contents, il y a une fraternité qui se crée entre les différents personnages, c'est le moment le plus doux du film. Ouais. Et le plus horrible juste après, quoi. En plus, c'est l'enfant qui meurt en premier. Un enfant qui était quand même vraiment mignon, vraiment sympa. Et en plus, il y est pour rien. Il n'est pas en train de sauter au bord de la falaise, il n'est pas en train de faire des conneries. Il est dans la voiture en train de jouer avec le chien. Donc c'est vraiment terrible et c'est renforcé par le caractère un peu dérisoire. Cette mort, elle est ridicule. C'est un problème de frein à main. Et Louis, à un moment, il revient là-dessus plus tard dans le film, il dit la dernière chose que mon fils a entendue, c'est « tire le frein à main ». Alors c'est quand même la dernière phrase la plus pathétique qu'on puisse entendre, quoi. Donc il y a un peu un double coup de force du film à ce moment-là, mort terrible, terrifiante, et abandon du programme du film, qui va vers autre chose. Et c'est quoi ? C'est qu'en fait, le cinéaste décide de se priver de l'objectif de son film, et du coup, Louis lui-même passe d'un personnage actif, qui a une quête qu'il doit accomplir, à un personnage passif, qui va subir l'événement, et là on retrouve vraiment un truc tragique. On sait que dans la tragédie, le héros ou l'héroïne, c'est toujours celui ou celle qui subit, par exemple, l'amour. Phèdre, elle est amoureuse et c'est un amour qui est beaucoup trop fort, c'est une passion, elle est passive. Oedipe, c'est celui qui subit la malédiction de tu coucheras avec ta mère et tu tueras ton père, etc. Et du coup, son personnage de Louis va un peu se dissoudre. Il va un peu perdre son caractère de sujet, et on va le voir à plusieurs moments. On va y avoir des fondus enchaînés où son corps se fond dans le soleil, on va avoir une scène où il s'effondre dans le désert, et il semble un peu se mêler comme ça au désert. Et ce processus de dissolution un peu du sujet dans le monde, c'est aussi un peu ça que les personnages cherchent. Quand ils prennent de l'ayahuasca, ils cherchent, enfin je pense que c'est de l'ayahuasca, en tout cas ils prennent une sorte de potion magique. On voit que l'idée c'est de se dissoudre un petit peu, la danse, la transe, tout ça est dans l'idée de se dissoudre, ce qui est aussi un peu ce qui se passe quand on meurt. Quand on meurt, on revient à la terre. Je pense qu'on peut voir dans ces personnages un truc qui me paraît très juste sur le monde de la teuf, qu'il y a quand même une volonté d'autodestruction, parce qu'on pourrait dire une sorte de pulsion de mort, la drogue, le goût du risque, de l'extrême, voilà, aller toujours plein dans le désert, au fond du désert, avec quasiment pas d'eau, pas de nourriture et tout. Oui, à fond dans les camions, ils sortent par la fenêtre, ils essaient d'attraper le jouet, ils prennent des risques. Moi, à chaque scène, je me dis, putain, il va tomber, il va mourir, voilà. Surtout que le film, du coup, nous a préparé au fait que la mort pouvait arriver à n'importe quel moment. Et c'est aussi la mort physique, vu qu'en fait, la scène des mines, quand Jade explose, elle est aussi rendue à la terre. Son corps se dissout
et se rend à la Terre. Voilà, parce que du coup, à partir du moment où le fils meurt, on rentre donc dans cette deuxième partie qui n'est plus en fait une... Enfin, si, ça l'est encore un peu une quête, mais c'est quand même beaucoup plus mysticole. Là même d'ailleurs, eux à la base, ils voulaient s'éloigner du monde, mais maintenant ils sont à la recherche de l'aide. Ils sont à la recherche des humains d'ailleurs. Le seul humain qu'ils croisent, c'est un petit enfant qui est un berger et qui les fuit, qui s'en va, qui veut pas rester avec eux. Là, le film commence à partir dans quelque chose, dans une autre dimension. Et donc, il y a ce moment où ils se droguent, en prenant de l'ayahuasca, en écoutant de la musique, et en fait ils ne savent pas, mais ils sont sur un champ de mines. Ça rajoute encore un coup de pelle derrière la tête, et pendant qu'ils sont en train de danser et de reconnecter au monde, et même d'ailleurs où ça fait un peu un pansement sur la plaie, puisque Louis du coup se laisse aller, il a quand même passé les dernières heures à pleurer, à s'effondrer, et là il recommence un petit peu à prendre un souffle de vie. Et à ce moment-là, donc, cette fille explose sur une mine. Surtout que, je fais une parenthèse, dans notre imaginaire, je pense, il n'y a pas pire que la mort d'un enfant. Surtout dans une mort où le père a une forme de responsabilité dedans, à plusieurs échelles. Il a emmené son fils là, plus il l'a mis dans la voiture. Donc on se dit que ça peut pas être pire. T'as parlé de pansement, on se dit qu'à partir de ce moment-là, on va rentrer dans un film un petit peu de deuil. On va voir Louise faire son deuil. Et ben non, il y a encore pire. Voilà. Et alors moi, je pense que cette scène, bon, je pense, j'ai pas parlé à des gens qui ont détesté le film, mais je pense que c'est un peu la scène de la scission finale, quoi. Ceux qui étaient déjà en mode, ce film est horrible, tuer un enfant comme ça se fait pas, bon bah là, c'est carrément insupportable. Moi, c'est un peu l'inverse. Depuis le début de ce film, j'ai eu le sentiment que j'étais face à un truc qui était quand même vraiment fort. Je t'ai dit, la scène de la danse, je la trouve extrêmement bonne, la traversée de la rivière, je comprends les enjeux physiques, concrets et tout. La mort du fils, très grande scène. Et au moment où on est à la scène des mines, là, je me dis que j'ai vraiment affaire à un grand film. Alors, je voudrais la resituer un tout petit peu, cette scène, de manière un peu globale. Le film, on a dit qu'il est de plus en plus loin, il va aussi vers de plus en plus d'épure. Globalement, on s'éloigne de plus en plus de la civilisation. On passe de la teuf avec plein de gens à un monde de plus en plus désert. Comme tu as dit, on ne verra plus que ce petit berger et après on ne verra plus personne. On quitte les montagnes pour arriver dans le désert. Il n'y a plus de relief, il n'y a plus de changement de décor. On réduit les accessoires, les camions vont disparaître les uns après les autres, les personnages vont mourir les uns après les autres. Il y a l'idée qu'en fait on va tout resserrer, et c'est un truc qu'on peut retrouver un peu dans le road movie ou dans un film comme Apocalypse Now aussi. Enfin, l'idée qu'en fait, plus on va avancer, plus on va dans le deep, plus on va resserrer, plus ça va être horrible. Je pense à Apocalypse Now parce qu'Apocalypse Now, on commence avec plein de scènes de guerre, plein de gens, des hélicos, machin, et la fin d'Apocalypse Now, quand on arrive au bout de la rivière, on arrive sur uniquement le sort de méchant du film face je mets des gros guillemets, au héros du film. On va se resserrer là-dessus. Autre chose par rapport à l'épure, on s'immobilise. Ouais, là, on arrive à la fin, on dirait que c'est un peu la fin du chemin. Parce que Oui. là, et déjà, comme tu dis, c'est très épuré. Et en plus, quand ils comprennent qu'ils sont dans un champ de mine, il n'y a plus de possibilité d'avancer. Absolument, ils sont immobilisés, ils vont perdre leurs accessoires et ils vont être quasi immobiles, confrontés à la mort, à une mort qui est encore d'une autre nature, parce que la mort du fils de Esteban, on pouvait encore la lire de manière rationnelle comme la punition de Luis. Qu'est-ce que c'est que ce père qui emmène son fils au milieu du désert ? Enfin, tout ça est absurde. Et donc, on peut se dire, Louis, malheureusement, a eu ce qu'il méritait. Je mets des gros guillemets, mais on comprend. Alors là, on n'est plus face à un accident. On est face à un dispositif de sadique. Oui, c'est ça, ouais, complètement. Ouais. Moi, personnellement, si ça me rappelle des souvenirs de cinéma, ça me rappelle Saw, ça me rappelle des films d'horreur. On est dans une sorte de labyrinthe terrible duquel il va falloir sortir. Sauf que là où c'est pire que Saw ou que d'autres films du genre, c'est que là, il n'y a pas de bourreau. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis en place ce champ de mine pour les personnages. La personne qui l'a fait, c'est le cinéaste, ou c'est Dieu, selon la manière dont on va, selon le rapport qu'on a un peu au monde, ou c'est le hasard. Mais en tout cas, il y a un piège qui a été disposé de manière absurde, c'est-à-dire il n'a pas un ingénieur qui serait un personnage du film, qui aurait voulu ce qui se passe. Ça peut être aussi, peut-être, j'en sais rien, une hypothèse, ça peut être aussi le retour à la réalité du monde, quoi. Complètement. Le retour à l'humanité qui fait la guerre. Absolument. Mais en tout cas, je suis complètement d'accord, il y a une dimension de retour, il y a une dimension piège horrifique, il y a une dimension un peu jeu vidéo aussi. Je suis dans un labyrinthe dont il va falloir sortir et je meurs si jamais je marche sur la mine. Je sais plus comment il s'appelait ce jeu des mineurs là, je crois qu'il s'appelait le jeu très très vieux jeu où on bouge sur des cases et voilà. Il y a un peu ce truc, moi ça m'a un peu rappelé ce truc là. Alors avant d'essayer de penser ce que cette scène nous fait, ses enjeux et tout, moi j'aimerais bien insister sur un petit truc, c'est l'efficacité du dispositif qui a été créé par le film. C'est-à-dire, complètement. Moi personnellement, j'étais tétanisé pendant cette scène. Ouais. J'étais pas le seul, je pense, dans la salle. Ça veut pas forcément dire que c'est bien, mais en tout cas, je remarque qu'elle a un impact, cette scène,
énorme sur les gens qui la regardent. Pour moi, c'était vraiment un nouveau film, quoi. J'étais plus dans le même film. Il n'y a plus tout le lien à l'Odyssée, au voyage, à l'amitié. Là, il y a juste cette espèce de décor froid et triste et l'explosion de cette femme à laquelle on s'attache beaucoup en plus, puisqu'elle est adorable. Et moi, ça m'a fait lâcher un rire, quoi. Moi, j'ai ri j'ai dit, ah ok, c'est bon, on en est là, quoi. C'est bon, on décide de laisser tomber tout. Oui, on décide de te faire lâcher en fait un petit peu, parce que cette scène, je pense qu'on pourrait la lire d'abord de manière un peu classique comme le motif de la punition, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Dans la tragédie, on sait que souvent les personnages sont punis parce qu'ils se croient plus forts que leur destin. Oedipe veut fuir la prophétie, et c'est en fuyant la prophétie qu'il va accomplir la prophétie de tu tueras ton père et coucheras avec ta mère. Et ici, ils veulent fuir le monde, ils veulent fuir la guerre, et c'est en la fuyant qu'ils vont la rencontrer vraiment en arrivant dans ce champ de mine. Et en se droguant, en atteignant ce truc de transe aussi. Voilà. C'est vrai qu'il y a une punition par rapport à ça aussi. Il y a une punition de je veux échapper au monde, et je veux échapper à mon destin, qui est de faire partie du monde, et je vais être puni. J'ai aussi entendu quelque part qu'on pourrait le voir comme une sorte de punition un peu post-coloniale. C'est quoi ces blancs qui sont dans le désert et qui mettent leur ensemble dans le désert, font de l'Afrique une sorte de terrain de jeu quand même. Ils vont faire des teufs en Afrique, entre blancs, alors qu'on voit que les interactions qu'ils ont avec les autochtones, les gens sur place, sont soit de l'ordre du conflit, les militaires sont pas du tout contents qu'ils soient là, et pareil avec le berger, on voit que le berger qui est chez lui ne semble pas du tout réceptif à ces gens qui viennent le voir. Donc on pourrait lire un peu cette punition à plusieurs échelles. Ces lectures, je pense qu'elles essaient encore trop de comprendre le film. Or, il me semble que ce que le film essaie de faire, c'est de court-circuiter notre cerveau. Et là, on retrouve vraiment un motif de la tragédie aussi. Si on repense à ce film ou à la tragédie, souvent, c'est des intrigues hyper simples. Lumineuse, là, ok, il veut chercher sa fille, on se pose pas de questions, lumineux, on avance, on roule. Les motivations sont claires, parce que l'idée de la tragédie, je pense, c'est qu'on soit disponible émotionnellement pour ce qui se passe, et donc que notre énergie ne soit pas cérébrale. On ne doit pas penser avec Phèdre, on doit pleurer avec elle. Et là, je pense que d'ailleurs, ce film est un film qui joue beaucoup sur le corps. Moi, j'ai dit, j'avais les mains qui se crispaient dans la salle, il y a eu des cris, il y avait des réactions physiques à ce film, et du coup, je crois qu'il y a une tentative dans cette scène de nous mettre face à la mort, sans aucune des justifications rationnelles qui pourraient légitimer, euphémiser cette mort. Par exemple, si la mort venait d'une erreur concrète d'un personnage, c'est un moyen de l'euphémiser. Dire « Ah mais oui, il lui arrive ça, c'est parce qu'il avait fait ça avant ». On pourrait dire aussi, souvent, un dispositif connu du film d'horreur, on va tuer les personnages secondaires en premier, ceux auxquels on n'est pas trop attaché. Comme tu as dit, là, la première qui meurt du groupe, c'est celle auquel on s'est attaché le plus, je pense. La plus charismatique, la plus présente. Le deuxième... aussi, le deuxième qui vient essayer de la sauver. En vrai, c'était les deux auxquels on s'était le plus attaché, je pense. Ou alors, on pourrait avoir l'idée que les personnages vont mourir, mais ils meurent pour faire avancer l'intrigue. Alors là, on pourrait dire, ok, Jade, elle meurt, pour nous faire comprendre qu'il y a un champ de mine. Sauf que pas du tout, parce qu'une seconde après, le deuxième meurt aussi. Alors lui, il est absolument pas nécessaire pour l'intrigue, on avait déjà compris. Donc je crois que l'idée, c'est de nous mettre face à l'horreur dans la sécheresse, dans l'absurdité. T'as parlé d'humour, je pense qu'il y a un truc ironique, ouais. Jade, avant de mourir, elle dit « fais tout péter ». Voilà. Juste avant de mourir, en parlant du son, fait tout péter et elle pète. Des gens ont parlé en négatif d'abjection. Oui, il y a un truc abject dans cette mort. Cette femme lumineuse et intelligente et tout, qui danse et qui dit fais péter le son et qui explose, il y a un truc horrible et qui est illogique, profondément illogique. Ouais, mais si on devait faire une réflexion un peu simple, le monde est absurde et illogique. Absolument. Et c'est un peu, je pense, la dimension un peu mystique du film, qu'on retrouve à plein d'échelles, mais il nous met un gros choc, plusieurs chocs d'ailleurs, de plus en plus intenses, en espérant que ces chocs vont nous faire lâcher l'explication rationnelle et nous faire rentrer dans une sorte de disponibilité émotionnelle à ce qui se joue, vraiment nous mettre dans l'émotion brute. C'est aussi ce que le but de la trance, un petit peu de la musique trance. On n'essaie pas de faire des mélodies complexes, on n'essaie pas de nous emmener dans un discours, on essaie de nous faire répéter des trucs jusqu'à ce qu'on lâche et qu'on rentre un peu dans la trance, dans la danse et tout et tout. D'ailleurs, elle explose pendant qu'il y a de la musique. Il me semble que pendant qu'il y a la musique à fond, pendant qu'ils sont en train de danser, nous on a le système de la musique à fond dans la salle et elle explose d'un coup. Absolument. Au milieu de cette musique. Non, ça fait les deux fonctionnent ensemble. Et cette dimension un peu mystique d'abandon de la raison qu'on retrouve du coup chez les toughers, qui dansent, qui prennent de la drogue, etc., qui essaient de lâcher le cerveau. On la retrouve très très fort avec les personnages de Louis. Si on y pense, il va traverser le champ de mine intact. Bon, on est quand même sur un motif très religieux. Là, je traverse le mal et je suis intact. Et quand l'autre, je sais oublier son nom, va le suivre dans le champ de mine, lui, il va exploser. Alors du coup, il y a je vais oublier son nom aussi, la femme vivante qui va demander à Louis comment t'as fait. Et il dit j'ai pas réfléchi.
Je me suis pas posé la question. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Là, il y a un motif qu'on retrouve dans plein de religions, dans le bouddhisme et tout, l'idée qu'en fait, Louis, il a non seulement abandonné sa quête, il va plus aller chercher sa fille, il a abandonné sa pensée, il a abandonné son moi, quoi. Il s'est laissé prendre par l'instinct, par le flot un peu du monde, et c'est quand il a renoncé à l'action et à son moi qu'il a été capable de l'impossible, du miracle un petit peu. Et je pense que Vie Louis, c'est un peu ce qu'on nous demande à nous, spectateurs du film. Lâche l'explication, regarde l'horreur en face et arrête d'essayer de la justifier. Et d'ailleurs, je pense que ça, c'est un truc très religieux. Et moi, dans ce film, ce que j'ai ressenti, qu'on retrouve dans la tragédie aussi, il y a une idée un peu qu'on va communier face à la mort. D'ailleurs, c'est un film qu'on est censé regarder dans une salle, à plusieurs. On va voir un groupe. Il y a une petite scène qui est un très bon indice, je pense, de ça, où vers le début du film, on voit un moment, un plan un peu furtif d'une télé, où on voit un grand groupe de musulmans danser autour de la Kaaba, du grand cube noir, là. Et alors, déjà, c'est pas rien, déjà de nous mettre cette scène-là dans un film qui a priori ne s'intéresse pas du tout à la religion musulmane en particulier. Mais en plus, après la scène continue, on revient sur les tuffers et on a toujours la musique religieuse de ces gens qui dansaient autour de la Kaaba. Dans l'idée qu'en fait, ces gens dans la teuf et ces musulmans qui dansent autour d'une pierre sont dans des motifs un peu communs, d'essayer d'être dans le corps, dans l'abolition de la raison, dans la transe, dans le mouvement, etc. etc. Anecdotique justement peut-être, mais au début du film, je sais plus exactement pour quelle discussion c'est, ils parlent entre eux, ils disent oui, est-ce qu'on va y arriver, je sais pas si c'est pour l'essence ou quoi, et il y en a un qui lâche Inch'Allah. Absolument, qui est un truc qu'on pourrait peut-être retrouver dans toutes les religions, je vais pas prétendre toutes les connaître, mais dans la plupart des religions connues, qui est quand même ce truc-là, il faut lâcher l'ego, arrêter avec le moi, se laisser porter un petit peu. D'ailleurs, ce truc-là qu'on va retrouver dans le motif du train. À la fin, ils ne marchent plus, ils ne conduisent plus, ils sont transportés par le train. Et je crois que cette fin avec le train, bon, on a dit ça retrouve le motif de la ligne droite, ça retrouve aussi qu'enfin, ils sont mêlés aux gens de ce pays-là, vu qu'ils sont enfin dans le même groupe qu'eux, dans ce train. Et on retrouve un peu un truc de la tragédie aussi là-dedans, ce qu'on appelle le Deus Ex Machina, c'est ce qu'on appelle l'idée que à la fin, bon, vu qu'ils sont bloqués dans le désert, ils ont plus de camions, donc ils peuvent pas s'en sortir. Ils sont bloqués. On va amener un truc donc, qui dans la tragédie était les dieux. Deus Ex Machina, c'est le dieu qui vient résoudre le problème. C'est-à-dire qu'on a un élément extérieur pas du tout prévu, par exemple un train, qui vient les sortir de là, parce qu'il faut qu'il y ait une fin. Ce train, on va jamais nous expliquer pourquoi il est là. Et en fait, à ce moment-là du film, pour moi, si on a été pris par le film, on s'en fout complètement. On a complètement abandonné cette idée. Le train est là parce qu'il est là. Et parce qu'il est nécessaire pour résoudre le film. Mais il a aucune dimension rationnelle, on pourrait dire. C'est aussi une espèce de douceur, puisqu'on est de retour à la civilisation. Ils sont assis, ils parlent pas, ils ont le vent dans les cheveux. Il y a un côté un peu apaisant, même pour nous. À la fin de ce film, bon, ça va, ils s'en sont sortis, même si c'est absolument ignoble. Mais au moins, ils sont là dans ce train avec d'autres gens et puis ils vont quelque part. On peut aussi peut-être l'associer au fait qu'il y ait cette espèce de guerre en fond, là. Et donc, on se dit, bon, peut-être que c'est un mouvement de population qui fuit la guerre. Donc, ça ouvre aussi sur autre chose. Cette fin, elle est interprétable de mille façons possibles. Absolument. Puis dans l'Odyssée, normalement, à la fin, on rentre chez soi. Ulysse, il va au bout de la raison humaine, il trouve des dieux, des sorcières, et tout. Et puis à la fin, il rentre. Et alors là, il rentre pas littéralement chez eux, mais il y a quand même l'idée que une fois que tu es allé au bout de l'enfer, d'ailleurs le film peut rappeler par certains plans un film qui s'appelle Voyage au bout de l'enfer, dans lequel il y a une scène de roulette russe, ce qui peut rappeler un peu le dispositif sadique du film, la roulette russe. Et en tout cas, il y a l'idée qu'une fois qu'on est allé au bout de l'enfer, bah après on sort de l'enfer, on revient au monde des vivants, qui est un peu ce qui arrive aux personnages à la fin. Ils sont allés au bout du bout. D'ailleurs cette idée est assez belle, ils vont littéralement au bout du désert. À la fin, Louis, il arrive aux montagnes, il est sorti de l'enfer, et ils rejoignent tous à la fin le monde social. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux personnages qui restent avec lui sont clairement pas les deux personnages les plus développés. Ceux qu'on a tués en premier sont les personnages les plus charismatiques, à part Louis. On a tué Esteban, on a tué Jade, on a tué ceux qui étaient un peu... ceux que l'on a vu donner des vraies scènes. Par exemple, Jade, elle a la scène avec l'enceinte. J'ai oublié son nom, mais on a celui qui a la scène où il chante Le déserteur de Boris Vian, dans lequel on retrouve d'ailleurs l'idée de désertion, je quitte, et un autre petit clin d'œil, je ne sais pas s'il est volontaire. Et la scène de la mine, elle m'a fait penser à un poème de Boris Vian qui s'appelle Des fourmis dans les jambes, sur quelqu'un qui marche sur une mine, et c'est des mines dans lesquelles, c'est pas quand on marche dessus, ça explose, c'est quand on enlève la jambe qu'elle explose. Et donc ce poème raconte, j'ai compris que j'avais marché sur la mine, et du coup je sais que dès que je vais enlever mon pied, je vais mourir. Et il me semble, le dernier vers dit « j'ai des fourmis dans les jambes ». Sous-entendu, je vais enlever ma jambe. C'est vrai qu'au final, les derniers personnages de cette équipe de teufeurs qui restent, ce sont ceux dont on a le moins entendu parler, qu'on a vu le moins. Et notamment, il y a ce jeune homme qui diffère du reste du groupe parce qu'il est très discret, il parle très peu durant le film, il est très mignon, très doux, il est fin, il a un visage un peu angélique, quasi christique presque. D'ailleurs, c'est lui qu'on voit en premier dans le train
qui a le vent dans les cheveux, qui a l'air... Il nous apaise un peu, ce gars. Non, absolument. Moi aussi, je me suis posé la question. Hein. Autant la femme qui reste à la fin, on l'a un peu vue. Lui, on l'a très peu vu. Si je dis pas de bêtises, il est anglophone. C'est le seul du film à ne ni être dans le français ni dans l'espagnol. Donc ça lui donne un côté un peu à part. Comme tu as dit, c'est le seul qui a pas une tête de bourlingueur. Ne serait-ce qu'il n'a pas des dreads, qui n'a pas des cicatrices, qui n'a pas un membre de son corps qui lui manque. Voilà. C'est aussi celui qui est un peu naïf. Hein. J'ai plus les répliques en tête, mais il dit des trucs un peu... Je dis bébête, mais c'est pas du tout agressif contre lui. Juste, il dit des trucs un petit peu. Ah, c'est donc à ça que ça ressemble la fin du monde. Ou alors, je crois qu'avec l'ayahuasca, il dit tu vas voir, ça va te faire du bien. Enfin, il est dans un rapport un peu naïf au monde. Évidemment, motif mystique, hein, le catholicisme, bénis seront les humbles, etc., etc. Enfin, ce truc-là de celui qui est justement un peu simplet, qui est celui qui va être sauvé. Et t'as dit un mot que j'aimais bien. T'as parlé d'apaisement à la fin. Et je crois que si on retrouve la tragédie, hein, l'idée c'est quand même, on va vivre des trucs d'une intensité absolument folle. On va vivre des trucs qu'on retrouve dans nos vies, la mort, l'horreur, le deuil, etc. Que là, on va voir montré avec une exagération de fou. On va le voir comme dans les pièces de Racine, l'amour devient un truc qui tue, littéralement. Là, c'est un peu pareil. Et il y a l'idée que c'est censé nous purifier un petit peu, nous laver un petit peu de cette horreur. Et je pense qu'effectivement, à la fin, ce train est censé un petit peu nous faire littéralement atterrir et nous emmener vers autre chose qui sera ce qui se passe hors de la salle. Évidemment, c'est vrai que le film aurait été très différent s'il s'était arrêté avant de sortir du champ de mine. Ouais, je pense que c'était presque nécessaire, cette scène. Moi, je l'ai ressenti, en tout cas pour moi, personnellement nécessaire. Il y a le fait qu'il soit porté par quelque chose, c'est pas eux qui conduisent, pour une fois, c'est pas eux qui avancent. Ils sont assis, ils sont portés, il y a le vent dans les cheveux, il y a ces regards vers le lointain, il y a le silence. Tout ça, c'est un apaisement terrible. Moi, j'ai senti presque le vent dans mes cheveux à moi. Bon, j'en ai plus, mais non, sur mon visage, en tout cas, j'ai ressenti cet apaisement, ce vent et ce fait d'être porté dans un train. Ouais. Non, complètement. Et je pense, moi, je ferai une toute petite parenthèse. C'est vrai que j'ai lu des textes ou des trucs qui m'ont un peu énervé sur le film, au fait que c'est de la violence gratuite, que ça viserait juste à nous manipuler, à être un film de pervers et tout. Déjà, j'ai dit ce que j'en pensais, hein, que d'accord, mais dans ce cas-là, bon, 90% de l'art est manipulateur. Bon, Hitchcock, le maître des sadiques entre tous. Mais aussi, j'aimerais dire que quand même, le film, il vise à nous faire traverser quelque chose et à la fin, il nous lâche avec une sensation qu'on a accompli quelque chose quand même. Moi, à la fin, j'en ressors comme après une épreuve et il ne me lâche pas sur un choc. C'est ça qui me fait dire, ce n'est pas un film de petit prouveur qui veut te choquer, c'est un film qui te fait traverser des trucs et qui, à la fin, te relâche avec, je mets des énormes guillemets, une espèce de sérénité qui aurait à voir, pour moi, avec la sortie d'un trip, avec la sortie d'une expérience religieuse, avec la sortie de tout ce qu'on a vécu de dur dans la vie, ou de dur au sens d'intense, et quand on en sort, il y a un... Voilà. Et le film essaie de nous laisser avec ça. Sirat, réalisé par Oliver Lax. Donc, on n'a même pas expliqué ce que voulait dire Sirat. C'est dit au début du film. Non, c'est donc c'est le pont vers l'enfer. C'est ça, entre le paradis et l'enfer. Je crois que c'est ça. C'est le motif un peu de la ligne de crête. On peut être entre les deux. Je me souviens un peu très bien de ce qu'elle dit exactement. Qui est aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'une épée. Et pour ceux qui ont déjà expérimenté la teuf, ça va, je pense, ça va faire plaisir, quoi. Ça va vous toucher. Ouais, regard très juste et qui, même par rapport à des gens comme moi qui sont assez sceptiques et du monde de la teuf et de la musique, j'y ai aussi vu ce qu'il y avait de beau là-dedans. Voilà. Et puis vous allez kiffer la BO, hein, vous allez prendre des gros watts dans les oreilles. Sirat, franchement, je crois que c'était un très bon film pour commencer notre seconde saison de la phase. Content qu'on ait celui-là, ouais. Oui, et puis on a connecté sur ce film parce qu'on allait le voir en même temps sans le savoir. Absolument. C'est fou. C'était la mystique. C'est incroyable. Mystique. On était connectés face à la mort. Merci beaucoup Hugo encore et toujours pour ton regard affûté, pour tes explications, pour tes pistes de réflexion. Et on se retrouve pour un prochain épisode de La Phase très bientôt, puisque là on est reparti à fond. Absolument, là c'est reparti sur la ligne droite. On est sur le camion et on s'arrête pas. On va pas s'arrêter. Merci aux auditeurs du podcast La Phase, on vous embrasse et à la prochaine. Salut.